Bienvenue dans ce deep dive au cœur vraiment des circuits électriques. On a devant nous pas mal de notes, des articles qui décortiquent les lois fondamentales, celles qui gouvernent le courant, la tension. Notre mission aujourd'hui, en extraire l'essentiel pour comprendre comment tout ça fonctionne, quoi. Tout à fait. C'est un peu comme apprendre à la grammaire avant de vouloir lire ou écrire. Sans la loi d'Ohm ou les lois de Kirchhoff, c'est très difficile de lire un circuit, ou même d'en concevoir un petit. Donc on va explorer cette boîte à outils, si vous voulez, des concepts de base aux astuces qui simplifient les choses. D'accord, alors déballons tout ça. On commence par le pilier, n'est-ce pas, la fameuse loi d'Ohm. Ah oui, indispensable. Elle lie la tension, qu'on note E ou V, le courant I, et la résistance R, avec cette formule toute simple, E égale I fois R. C'est vraiment le point de départ. Oui, ça permet de calculer ce qui se passe dans un composant simple comme une résistance. Exactement. Savoir quel courant va la traverser ou quelle tension il y aura à ces bornes. C'est aussi très utile pour dépanner un circuit, pour vérifier si les valeurs mesurées collent avec la théorie. Simple donc, mais vous disiez tout à l'heure, il y a des nuances. J'ai vu que ça ne marche pas partout, cette loi. Par exemple avec les diodes. Précisément, c'est une excellente remarque. La loi d'Ohm, elle s'applique parfaitement aux composants qu'on appelle linéaires. En gros, ceux dont la résistance ne change pas avec la tension ou le courant. Mais pour beaucoup d'autres composants, comme les diodes, les transistors, la relation n'est plus linéaire. Et donc la formule E égale IR ne suffit plus. Non, il faut des modèles plus complexes. C'est, disons, une première porte qui s'ouvre vers la complexité du monde réel de l'électronique. Ok, donc après Ohm, on monte d'un cran avec Kirchhoff, c'est ça? Oui, deux lois pour le prix d'une. Alors, Ah ah ah, en quelque sorte, oui. Elles sont beaucoup plus générales parce qu'elles sont basées sur des principes physiques universels. D'abord, il y a la loi des courants de Kirchhoff, la LCK. On l'appelle souvent la loi des nœuds. un nœud, c'est un point de connexion dans le circuit. C'est ça, une intersection de fils. Et la loi dit simplement que la somme de tous les courants qui entrent dans ce nœud est égale à la somme de tous les courants qui en sortent. En gros, l'électricité ne disparaît pas et n'apparaît pas spontanément à cet endroit. C'est la conservation de la charge électrique. Logique, ça semble assez intuitif. Et la deuxième loi de Kirchhoff, c'est la loi des tensions, la LTK, ou loi des mailles. Une maille, c'est une boucle fermée dans le circuit. Elle dit que si on fait le tour complet d'une boucle, la somme algébrique de toutes les tensions, les montées de tension des sources et les chutes de tension aux bornes des composants, eh bien cette somme est nulle. D'accord, ça c'est la conservation de l'énergie si j'ai bien suivi, hein? Tout à fait. L'énergie fournie par les sources est entièrement consommée ou stockée par les composants de la boucle. Et avec ces deux lois, LCK et LTK, là, on a les outils fondamentaux pour analyser n'importe quel circuit. Peu importe sa complexité. On peut déterminer comment le courant se répartit partout et où la tension tombe. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que nos sources parlent aussi de théorèmes qui viennent simplifier tout ça. Thevenin, Norton et aussi la superposition. C'est comme des raccourcis en fait. C'est une excellente analogie, oui. Ce sont des outils d'abstraction pour simplifier l'analyse. Prenons le théorème de superposition. Très utile quand on a un circuit linéaire avec plusieurs sources d'énergie, genre plusieurs piles ou générateurs. Ok. Comment ça marche en vrai? L'idée, c'est de calculer l'effet de chaque source séparément, comme si les autres n'étaient pas là. On les éteint, d'une certaine manière. Et ensuite, on additionne tous les effets individuels pour avoir le résultat final. Malin. Mais attention, vous avez dit circuit linéaire. Oui, c'est crucial. La superposition ne fonctionne que pour les circuits linéaires, où les effets s'ajoutent simplement. Heureusement, beaucoup de circuits ou de parties de circuits peuvent être considérés comme linéaires pour l'analyse. D'accord. Et alors, Thevenin et Norton, eux, ils semblent carrément magiques, hein. Remplacer un bout de circuit compliqué par un truc tout simple. C'est exactement ça. C'est la puissance de ces modèles équivalents. Le théorème de Thevenin dit que n'importe quelle partie d'un circuit linéaire, vue depuis deux points A et B, peut être remplacée par une source de tension idéale, VTH, en série avec une unique résistance, RTH. VTH et RTH, comment on les trouve? VTH, c'est la tension qu'on mesurerait entre A et B si on ne branchait rien dessus, la tension à vide. Et RTH, c'est la résistance qu'on verrait entre A et B si on éteignait toutes les sources indépendantes à l'intérieur du circuit. Et Norton, c'est le pendant. Exactement. Le théorème de Norton propose un autre modèle équivalent, une source de courant idéale, IN, en parallèle avec une résistance RN. Et le truc intéressant, c'est que cette résistance de Norton, Rn, est exactement la même que la résistance de Thevenin, Rth. C'est le courant qui circulerait si on court-circuitait directement les points A et B.
On peut d'ailleurs passer facilement de l'équivalent Tevna à l'équivalent Norton, et vice-versa, car VTH égale INRTH. Incroyable! Donc, une boîte noire complexe, hop, ça devient une simple pile avec sa résistance interne ou une source de courant avec sa résistance. C'est super astucieux. Absolument. Et c'est incroyablement utile si on veut étudier comment une charge variable, mettons un capteur dont la résistance change ou un haut-parleur, va se comporter quand on la branche sur ce circuit complexe. Au lieu de refaire tous les calculs du circuit entier à chaque fois que la charge change, on travaille juste avec le modèle équivalent simple de Tevna ou Norton. Ça sauve un temps fou. Je vois l'intérêt, oui. Ça doit faciliter la conception modulaire aussi. Bon, maintenant qu'on a vu ces outils d'analyse, parlons un peu des composants eux-mêmes. Cette distinction qu'on trouve partout, composants actifs et passifs. Oui, c'est une distinction fondamentale. Les composants passifs, ce sont les résistances, les condensateurs et les inductances ou bobines. Leur caractéristique principale, c'est qu'ils ne peuvent pas fournir d'énergie nette au circuit sur le long terme. Ils ne peuvent que la dissiper, résistance, la stocker temporairement, condensateur, inductance, ou la filtrer. Ils n'ont pas besoin d'une source d'alimentation externe pour jouer leur rôle passif. Ils subissent le signal, en quelque sorte. On peut dire ça. Ils le modifient, l'atténuent, le déphasent, mais ils ne l'amplifient pas, ils ne le contrôlent pas activement. Et les actifs, alors? Ce sont les autres, elles, les circuits intégrés en général. Eux, ils ont besoin d'une source d'alimentation pour fonctionner. Et leur rôle, c'est justement d'agir sur le signal. L'amplifier, le commuter, le générer, le traiter, ce sont eux qui apportent la puissance de calcul ou l'amplification dans un circuit. Donc si je veux faire simple, les passifs gèrent l'énergie, les actifs la contrôlent et l'augmentent. C'est une bonne façon de résumer. Les actifs sont un peu les muscles et le cerveau des circuits électroniques, tandis que les passifs forment, disons, le squelette et les canalisations. Les deux sont évidemment indispensables et travaillent main dans la main dans presque tous les appareils. Parfait. Bon, alors, si on essaye de récapituler tout ça, on a vu que ces lois, ces principes, ces théorèmes, eh bien, ils forment une sorte de boîte à outils essentielle pour l'électricien ou l'électronicien. C'est ça. On part des bases locales avec la loi d'Ohm, pour les composants simples, puis on a les lois globales de Kirchhoff, valables partout, pour comprendre les flux de courant et les niveaux de tension. Et ensuite, les outils de simplification comme Thevenin, Norton ou la superposition qui permettent de s'attaquer à des circuits linéaires plus complexes en les rendant plus gérables. Exactement, plus gérable. Comprendre cette hiérarchie d'outils, de la relation locale E égale IR à la simplification globale des réseaux avec Thevenin-Norton, c'est vraiment ce qui permet de maîtriser la complexité. Et la distinction actif-passif nous rappelle les différents rôles que jouent les pièces du puzzle. Tout à fait. Bon, une dernière pensée pour la route pour aller un peu plus loin. Eh bien, on a beaucoup insisté, et à juste titre, sur la notion de linéarité. C'est la condition pour appliquer Ohm simplement, la superposition Thevenin-Norton. Or, l'électronique moderne, celle des ordinateurs, des smartphones, elle est absolument pleine de composants non linéaires et de systèmes hyper rapides, très complexes. La question fascinante qui se pose, c'est comment est-ce que ces principes fondamentaux, conçus pour le linéaire, s'appliquent ou comment sont-ils étendus, adaptés, pour nous permettre de concevoir et d'analyser les technologies ultra sophistiquées qui nous entourent aujourd'hui? Comment passe-t-on de ces bases à la complexité actuelle? Voilà. C'est là que s'ouvre tout le champ de l'électronique avancée, de la modélisation non linéaire, de la simulation. C'est passionnant.